Donc on va continuer, hein, on est toujours sur la série de vidéos qui avait commencé sur, la tentative de représenter un entier comme somme de carrés, carré d'entier évidemment, comme bon, on part de je sais pas, un 5 égale 2 au carré plus 1 au carré et cetera et cetera et ensuite on s'était rendu compte qu'on pouvait généraliser ce résultat, avec, une forme quadratique. C'est-à-dire, bon d'abord x carré plus est-ce qu'on peut représenter un entier comme, comme une somme de x carré plus dy carré, avec d un entier donné. Bon après il sera évidemment positif assez rapidement, parce que bon, d négatif ça implique d'autres techniques. Et et ensuite, on se rend compte que, bah, on peut pas juste s'occuper d'une forme quadratique parce que les choses vont impliquer, automatiquement, d'autres formes quadratiques entières, binaires, donc à 2 variables, voilà. Et puis, bah, c'est comme ça, hein, c'est toujours comme ça, en maths. On commence, à un endroit où on a pied, on se trempe juste les pieds et puis après on a de l'eau, bah, voilà quoi, jusqu'aux genoux et puis après jusqu'au ventre et puis là, on va rentrer un peu dans l'océan parce que, je voulais expliquer, dans la dernière vidéo, même si là, on peut voir les choses indépendamment, sauf qu'on n'a pas la motivation, hein. Donc, dans la dernière vidéo, on s'est arrêté à une, jolie formule qui généralisait une autre formule qui permettait de passer, par exemple, du fait qu'un nombre premier est somme de carrés à un nombre quelconque est somme de carrés. Donc ça, c'est grâce à une petite formule et ensuite, cette formule, quand on a voulu, la reproduire pour x2 plus 5y2, on s'est rendu compte que ça impliquait, une autre formule qui faisait que si un nombre est représenté par, la forme quadratique 2x2 plus 2xy plus 3y2 et si un deuxième nombre est représenté par cette même forme quadratique, alors le produit des 2 nombres, mm' est représenté, mais par la forme quadratique x2 plus 5y2. Donc il y a une espèce de loi entre les formes quadratiques non congruentes. Donc on regarde des classes de formes, quadratiques. Voilà, alors bien sûr ces formes quadratiques, elles restent tout de même à discriminant fixé. Alors maintenant, on va vraiment rentrer dans le grand bain, sans preuve. Bon, toutes les preuves vont être dans sur le lien que je vous envoie là maintenant. Et si vous voulez aller plus loin, il y a vous pouvez trouver sur internet, le cours à Polytechnique de Gaëtan Chenevier, qui est très complet, plein d'exemples, où là, tout est regardé. Mais là, c'est pas pareil. Là, on est sur un cours, probablement d'une année, c'est probablement plus d'une centaine de pages ou voire plus. Mais là, c'est complet, il y a toutes les preuves et puis, ici, il y a toutes les preuves, mais on regarde juste, une coupe, transversale pour aller plus vite. C'était un travail, pour donner une idée, hein, ce que je vous présentais, c'était un travail que j'avais fait en TIPE avec un licence 2e année, il y a 2 ans, hein, avec Robin et bon, un bon étudiant de licence, 2e année pouvait comprendre ça en un semestre, donc voilà, donc ça peut donner de l'espoir à certains, de comprendre ça. Alors, allons-y pour, cette histoire. Cette histoire, c'est un trio, en fait, qui s'apportent mutuellement. On sait que les mathématiques du 19e siècle commencent à être des mathématiques des correspondances et beaucoup de correspondances entre des classes de choses. Vous voyez? C'est que des quotients. Voilà. Donc des correspondances entre classes. Ici,
vous avez, bah, là, c'est là l'objet d'où on part finalement, hein, le vert. Ici, c'est les formes quadratiques à discriminant fixé à 2 variables sur z. Donc si vous voulez, A2 plus BXY plus CY2, XY étant dans Z, et delta. Alors là, delta, ça ne va pas être le déterminant de la matrice, c'est presque ça, ça va être le fameux B2 moins 4AC. Bon, sachant que le déterminant de la matrice, c'était AC moins un quart de B2. Donc il suffira de multiplier par moins 4 ce qu'on a fait jusqu'à présent pour avoir le discriminant dont on parle là maintenant. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc voilà. Donc là, c'est les questions qu'on se pose ici, comme quels sont les entiers qui sont représentés par les formes quadratiques, qui peuvent donc s'écrire comme image de la forme quadratique sur Z2. Voilà. Là, c'est un objet, on va dire, intermédiaire, qu'on aime bien, qu'on connaît bien. Alors là, ça va être les matrices de 2 à coefficient dans Z et à polynôme caractéristique P fixé. Et là, j'ai oublié de le dire, mais on s'intéresse à modulo la congruence. On sait que bon, le GL2 de Z agit par congruence sur les formes quadratiques qui ont un discriminant fixé, parce que ça laisse fixe le discriminant, hein, la congruence. Et ici, vous avez ces matrices à polynôme caractéristique fixé et modulo, cette fois-ci évidemment, la conjugaison qui laisse fixe le polynôme caractéristique. Alors qu'est-ce que c'est ce polynôme caractéristique? Alors ici, on dira que P, on va fixer P, c'est x2 moins tx plus d. C'est un polynôme unitaire, c'est important qu'il soit unitaire, dans z de x, hein, de degré 2, et irréductible sur q, c'est-à-dire que le discriminant delta, T2 moins 4D, n'est pas un carré. Et on va noter alpha une racine de P. Voilà, ça, ce sera fixé. Et ici, ça va être un objet qui va être très très important en arithmétique, hein, c'est les classes d'idéaux. Et ici, on va récupérer, grâce à la correspondance avec lui, une multiplication sur les formes quadratiques qui nous permettra de passer des nombres premiers qui sont représentés à des nombres quelconques, un petit peu comme on avait fait au début. Voilà. Et là, il y a une multiplication sur des idéaux, parce qu'on sait multiplier des idéaux. Quand on a un idéal I, un idéal J, on sait faire IJ. Donc voilà, hein, donc ici, c'est l'objet auquel on s'intéresse, les représentations d'entiers. Voilà. Ici, c'est les idéaux, c'est là où on va hériter d'une multiplication, c'est là qu'on va pouvoir faire vraiment de l'arithmétique. Et là, ce sont les matrices de 2. C'est un endroit où on est à l'aise parce que on a de l'algèbre linéaire, même si on est sur Z, bien sûr. Voilà. Alors, entre parenthèses, toujours ce trio, que j'appelle le trio gagnant en arithmétique, vous allez le trouver bon, incrusté dans pas mal de problèmes d'agrègue. Bon, déjà, le problème de 2011, où on s'intéresse à cette correspondance-là. Tiens, j'ai oublié une flèche ici, on va la rajouter. Euh, le problème de 2012 aussi, le problème de 2015, où on s'intéresse à ça, et où on aurait pu s'intéresser à ça, mais on n'était pas loin, mais non. Et puis le problème de 2019. Vous voyez pas mal de problèmes d'agrègue dans la décennie des 2010. Euh, Allons-y maintenant. Donc, en fait, dans le papier, vous allez avoir des choses, c'est les preuves, sous forme d'exercices qui sont ici. Voilà. Donc, il y a 3 flèches, aller-retour, hein, et chaque flèche correspond à un exercice pour montrer qu'on a une bijection, qu'on a bien une correspondance entre là et là, là et là. Et là. Euh,
Donc, regardons un petit peu ce qui se passe. Ici, il y a ce qu'on appelle ABC, donc c'est ce qu'on a dit, c'est AX2, c'est la forme quadratique AX2 plus BXY plus CY2. Et là, on va lui associer une matrice. Bon, après, on vérifiera que ça passe bien en classe, etc. Alors, T, il est fixé, donc ici, on a un discriminant, delta, qui est fixé, qui est le même discriminant que le polynôme x2 moins tx plus d. Et bon, finalement, t il peut être quelconque. Le tout, c'est qu'on se rend compte que, étant donné que t2 moins 4d c'est égal à delta et b2 moins 4ac c'est égal à delta, et ben modulo 4, t2 égale b2. Donc ça veut dire que t et b ont la même parité. Donc on peut prendre finalement t quelconque et avoir juste ce qu'on demande, c'est que si on part de la forme quadratique ABC, c'est que T est la même parité que B. À cette forme quadratique, on associe cette matrice MP de Z, ici, dont on vérifie facilement qu'elle a pour polynôme caractéristique P. Ensuite, inversement, à ABCD, une matrice de polynôme caractéristique P, on associe la forme quadratique B D-A moins C. Voilà. Bon, après, pareil, hein, on vérifie que ça correspond bien à ce qu'on veut. Ça donne bien une bijection entre les classes. Alors ici, la bijection entre les classes, d'abord, c'est important de savoir qui est lui. Bon, alors il est important de regarder ce que c'est que ce I alpha. Alors alpha, je vous rappelle que c'est une racine de P. Bon, voilà, en fait, ça dépend que du discriminant, hein, tout ça, ça dépend pas vraiment de P. P dépend de ce T choisi de même parité que B, etc. Alors, ici, on prend I alpha, l'ensemble des idéaux, attention, c'est important, non nuls de Z de alpha. Donc ça, c'est un anneau, c'est un sous-anneau de C, évidemment. Et on regarde des idéaux de cet anneau. Alors, on dirait que deux idéaux I et J sont équivalents si il existe A et B non nuls, tels que BI égale AJ. Voilà. Donc, sur les idéaux non nuls, on crée une relation d'équivalence et on voit, et ça c'est important, que si l'anneau est principal, vous aurez l'idéal entier, l'idéal constitué par l'anneau, l'idéal qui contient 1, Z de alpha, sera forcément équivalent à tout idéal à cause de cette relation. Et donc, pour un anneau principal, il n'y a qu'une seule classe d'équivalence. Donc, finalement, le cardinal de l'ensemble des classes d'équivalence, hein, va nous mesurer le défaut de principalité de l'anneau, en quelque sorte. Si c'est 1, c'est qu'il est principal. Si c'est 2, 3, plus c'est grand, moins ce sera principal. Voilà. Alors, voilà, donc je veux dire, si maintenant important, alors maintenant, il faut noter la chose suivante, très importante, c'est qu'un idéal non nul, à partir du moment où alpha est irrationnel, un idéal non nul de Z de alpha va avoir immédiatement une structure de réseau. C'est-à-dire, vous avez Z de alpha est isomorphe comme c'est un groupe additif, et comme groupe additif, il est isomorphe à Z2, parce qu'il a une Z base, la Z base, 1 et alpha, parce que alpha est irrationnel. Et I, à partir du moment où il est non nul, systématiquement, comme c'est un idéal, vous arrivez à montrer facilement qu'il est aussi isomorphe à Z2, d'accord, parce qu'il va être stable par multiplication par n'importe quel entier, mais aussi par alpha. Et ça l'oblige à être isomorphe à Z2. Et bon, du coup, il va avoir une Z base, qu'on va appeler UV. Donc ça, c'est des éléments de C, hein, U et V, et ici, plus particulièrement des éléments de Z de alpha. Et vous allez avoir cette Z base, et donc vous allez avoir une matrice de passage de la base naturelle de Z alpha, c'est-à-dire 1 alpha, à la base UV, d'accord. Et cette matrice de passage,
va avoir un déterminant qui ne dépend pas de la z base UV choisie. Bon, alors je la prends direct, ou alors on prend la valeur absolue du déterminant pour que ce soit positif. Et donc ça va dépendre. Alors ça, c'est parce que parce que le changement de base entre deux z bases, le déterminant, c'est 1 ou moins 1. Hein. On sait que GL2 de Z, ce sont que des matrices de déterminant 1 et moins 1 à coefficient dans Z, et réciproquement d'ailleurs. Donc ça ne va pas dépendre en valeur absolue. Et ici, vous allez avoir la norme de l'idéal, ici, comme on l'introduit par un déterminant, je vais l'appeler D indice I. Voilà. Et donc, par exemple, si on veut calculer un D indice I, pour se rassurer, on a I égale l'idéal engendré par l'élément X. Alors X, c'est un complexe. Hein. J'aurais peut-être pu l'appeler Z, mais bon, voilà, pour bien montrer que c'est un complexe, mais bon, je vais l'appeler X. La base naturelle, c'est X alpha, d'accord, pour cet idéal. Voilà. Et la matrice de passage P, ça va être la matrice de multiplication par X. Donc finalement, son déterminant, on sait que la multiplication par X sur C, hein, son déterminant déjà, qui laisse fixe I, bien sûr, mais euh, son déterminant, c'est la norme. Alors ce que j'appelle la norme quadratique, c'est la norme, mais pas la norme avec la racine carrée, hein, c'est la norme tout court. Voilà. Donc, ça veut dire que DI, ici, c'est NX. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui généralise la norme. Si on sait qu'un idéal, c'est finalement la généralisation d'un nombre, d'accord? C'est un nombre idéalisé, en tout cas, dans ma philosophie un peu des idéaux, c'est un nombre idéalisé qui a des plus belles propriétés, finalement, qui a qui ne déçoit pas, qui déçoit moins que déçoivent les nombres, hein, dans le côté arithmétique, décomposition en facteurs premiers, unicité, etc., ça ne déçoit pas, nettement moins en tout cas. Et la norme, finalement, de l'idéal, DI, ça généralise la norme des éléments. Voilà. Alors, prenons la norme, donc en particulier, la norme de cet idéal, on prend x égale 1, ça, c'est l'idéal engendré par 1, Z de alpha. Et donc, la norme de Z de alpha vue comme idéal, c'est n de 1, donc c'est 1. Et oui, c'est un petit peu normal. Plus généralement, par multiplicativité du déterminant, vous avez directement que si I est inclus dans J, ça implique dJ divise DI, ce qui peut rappeler le fameux contenir, c'est diviser, ou diviser, c'est contenir, selon le point de vue qu'on connaît bien en arithmétique. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ce que c'est que ces idéaux, on revient là-dessus. Et on va pouvoir regarder un petit peu cette correspondance-là. Donc ici, on part d'une matrice, d'accord? On lui associe, on prend un vecteur propre. Donc alpha, c'est une racine de P, donc ça va être un vecteur propre vu sur Q. Et on va regarder un vecteur propre pour la valeur propre alpha de la matrice M, hein, qui a pour polynôme caractéristique P. Et ici, on va l'appeler, on va appeler ce vecteur. Il va avoir des coordonnées, deux coordonnées évidemment, dans Q, dans Q de alpha, qui sont qui 1, qui 2. Voilà, ça va être les coordonnées dans Q de alpha au carré. Alors ça aurait pu être dans C2, mais en fait, plus précisément, c'est dans Q de alpha carré. Et en fait, ce vecteur propre, on va le regarder dans Z de alpha, quitte à multiplier par un bon coefficient, un bon entier. On remonte dans Z de alpha, ce sera toujours un vecteur propre. Et là maintenant, je regarde l'idéal de Z de alpha engendré par ces deux coordonnées. Hein, voilà. Et ça va m'associer un idéal et une classe d'idéal. Donc, bon, alors évidemment, il faut vérifier que ça passe aux classes, etc. Ça, c'est le but des exercices, que ça fait une bijection, tout. Maintenant, inversement, de là vers là, quand on prend un idéal, ici,
alors il va avoir une certaine base, on l'a dit tout à l'heure, une base à 2 éléments, parce qu'il est une Z base à 2 éléments, et il est stable par multiplication par alpha, puisque c'est un idéal, et que c'est un idéal de Z de alpha. Et donc la multiplication par alpha, ça va être un endomorphisme, un Z endomorphisme, qui dans la base va s'écrire avec une matrice, et on regarde cette matrice-là. Voilà. Alors maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que le plus important dans cette histoire qu'on est en train de raconter, depuis le début, c'est cette correspondance ici, hein, parce qu'on veut, au départ, représenter des entiers. Et regarder une certaine multiplicativité de cette représentation d'entiers qu'on va aller chercher ici chez les idéaux. Et là, c'est cette correspondance, il est peut-être plus pratique de passer par là. D'accord? Donc on fait cette correspondance là et là. Mais on peut aussi chercher cette correspondance directement. Alors, si on prend une forme quadratique ax2 plus bxy plus cy2, on va lui associer, alors, il va y avoir bêta indice q, ça va être quoi bêta indice q? Ça va être la racine à partie imaginaire strictement positive de ax2 plus bx plus c. Donc vous avez ce trinôme, ax2 plus bx plus c. Il va avoir une racine, comme le discriminant, bah, il est négatif, hein, voilà. Il va avoir une racine à partie imaginaire strictement positive. Et on va regarder l'idéal engendré par A et A fois ce bêta Q. Voilà. A fois bêta Q, qui est donc égal à, vous pouvez faire le calcul, moins B plus racine de delta, donc delta qui est négatif, je vous rappelle, sur 2. Hein, voilà. Et A qui est un entier ici. Hein, donc c'est idéal engendré par ça. Donc quand vous faites ça et ça, vous tombez là-dessus. Et inversement, alors là, eh ben, vous avez l'idéal ici, vous avez un idéal I, et vous regardez la forme quadratique. Alors, si on prend une base, donc si I, on prend une base UV, eh ben, c'est une base et puis c'est aussi un système générateur. Ici, vous avez QI. Alors, je vais définir la forme quadratique ici, là-dedans. QI, alors QI de Z. QI de, en fait, Z, en fait, ça devrait être QI de XY, hein, parce que c'est une forme quadratique sur Z2. Donc ça devrait être QI de XY, mais j'identifie Z égale XU plus YV. D'accord? Ça, c'est pas écrit. Et donc, c'est la norme de mon complexe, c'est la norme de XU plus YV, mais vous voyez bien que cette forme quadratique, si je garde juste la norme quadratique du complexe XU plus YV, pour donner Q de XY, eh bien, ça ne va pas passer au quotient. Donc, il faut une normalisation, parce que ça ne va pas passer au quotient de la relation d'équivalence. Et en fait, il suffit de diviser par cette norme d'idéal, DI, pour obtenir ce qu'on veut. Voilà. Et là, ça va passer au quotient et ça va donner un bon objet. Alors, je vous rappelle ce qu'on a dit. À partir du moment où Z est dans I, ben, l'idéal, donc Z appartient à I, donc l'idéal engendré par Z est inclus dans I, donc DI divise la norme de Z. Dire la norme de l'idéal, mais la norme de l'idéal, on a vu que c'était la norme de Z. Donc ça, c'est bien un entier. Voilà, donc j'ai fait un peu la description. Je vais passer les preuves, mais vous pouvez les voir donc sur le lien qui va encore s'afficher ici. Alors c'est fait par exercice, voilà, ça c'était le premier lien hein, qui était en haut à gauche. Ça c'est le deuxième lien qui est en haut à droite.
Et puis, bon, pour vous dire quand même que c'est pas long, hein, c'est vraiment des choses toutes simples, hein. Si vous avez le courage de lire ce cours de Gaëtan Chenevier, là, qui est vraiment très, très, très bien fait, qui m'a passionné, surtout avec plein d'exemples, et puis c'est très complet, on peut, tout ce qu'on veut savoir, on a la réponse dedans. Si on veut savoir quelque chose, si on n'est pas sûr de quelque chose, on peut aller le trouver, c'est vraiment magnifique, hein. Oh, il y a une erreur là. Il faut que je quotiente, là. C'est pas des j'ai oublié de mettre le quotient. Ah, my bad. Alors, et là, pareil. Donc, il faudrait que je mette le quotient. Bon, allez, j'y pense. Euh, et, et donc, voilà. Donc, ça, c'est la troisième correspondance, hein. Donc, l'exercice 1-3. Et donc, c'est la bijection entre le quotient et puis ça, et puis les classes vidéo. Vous voyez, bon, vous voyez, les preuves sont assez courtes, hein, voilà. Maintenant, on attaque les petits théorèmes supplémentaires. Alors ça, le premier théorème, qui vont, maintenant qu'on admet plus ou moins que toutes ces correspondances, ce sont des correspondances bien bijectives, on va regarder les théorèmes en plus. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans la série de vidéos précédentes, c'est que toute classe de forme quadratique binaire de discriminant delta, alors cette fois-ci, il est strictement négatif parce qu'on l'a multiplié par moins 4. Hein, d'accord. Donc les discriminants 5 deviennent des discriminants moins 20 maintenant, d'accord. Contient, bon, c'est à cause de la forme du papier qui est différente de la forme de la vidéo que j'avais faite avant. Donc c'est une différence de point de vue en fait. Donc ça contient toujours, chaque classe de congruence, hein, pour la congruence, contient une forme, hein, ABC telle que B2 inférieur à A2 inférieur à C2 et A2 est inférieur à moins delta sur 3, alors qu'on avait 4 tiers de delta, évidemment. Avec ABC entier, et A, je le précise, hein, est strictement positif, parce que, voilà, quoi, on regarde des formes quadratiques avec delta négative, donc c'est des formes définies positives, etc. Donc A est strictement positif. Bon, alors, donc, déjà, qu'est-ce que les formes quadratiques peuvent apporter aux classes d'idéaux? C'est que le nombre de classes d'idéaux ici est fini. Parce que là, c'est très très facile à pratiquer et on voit la finitude du nombre de classes d'idéaux grâce à la correspondance bijective. Voilà. Donc on a un nombre fini de classes d'idéaux parce que le nombre de valeurs de A est fini, donc le nombre de valeurs de B est fini, je vous rappelle, ce sont des entiers, et C, lui, il est complètement déterminé par le fait que B de moins 4AC est égal à delta. Donc lui, il n'a plus qu'à se plier aux ordres de A et B. Alors maintenant, théorème 2.3, il n'y a qu'une seule classe de forme quadratique binaire dans Q delta, si et seulement si Z de alpha est principal. Donc je vous rappelle quand même que si vous avez un jour passé la Greg, vous avez montré que plein d'anneaux sont principaux parce que ces anneaux sont euclidiens. Mais quand ils étaient plus euclidiens, ça devenait très dur. Alors par exemple, z de i est principal, z de i racine de 2 est principal, z de i racine de 3 ne l'est plus, mais z de j l'est. Bon, toutes ces choses-là, c'est intéressant, mais on se rend compte que c'est une impasse, parce que dès que les mailles du réseau deviennent trop grandes, c'est terminé, on ne peut plus espérer avoir quelque chose de client. Mais on peut continuer à espérer avoir quelque chose de principal, et peut-être que ceux qui ont vu soit dans le Perrin, je crois que c'est un exercice du Perrin, soit dans les Francino Gianella ou Oro XENS, et ils ont vu que on pouvait montrer la principalité sans être client. Il y a de la vie après le clienité. Et oui, il y a encore de la principalité après le clienité qui se débarrasse de ça. Et ça, c'est difficile. Les preuves que vous allez trouver ont créé une division euclidienne adéquate,
basé sur le nombre 2, avec deux possibilités pour la division euclidienne. Donc c'est une division, une pseudo-division euclidienne, avec au lieu d'un seul résultat, ça en donne deux possibles selon la situation dans la maille de l'élément. C'est quelque chose de difficile et on n'a pas envie de faire ça souvent. Alors que là, ça devient un jeu d'enfant de montrer qu'un anneau de ce type-là est principal. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, donc ça veut dire que les formes quadratiques nous aident à comprendre les idéaux. Est-ce que les idéaux peuvent en retour apporter quelque chose aux formes quadratiques? Ben oui, les idéaux ont une multiplication et cette multiplication passe à la relation d'équivalence, évidemment, et cette multiplication va donner, bon, elle va être associative. Alors donc, entre parenthèses, pour la petite histoire quand même, hein, Gauss, dans les Disquisitiones, crée une multiplication sur les classes de Q delta. Donc c'était une multiplication qui était déjà pensée par Euler, par Lagrange, tout ça, mais il ne l'avait pas pensée en termes de classe. Donc voilà. Et après, il essaie de démontrer que c'est associatif et il se sert de 37 égalités pour montrer, donc c'est un tour de force, absolument, hein, pour montrer cette associativité. Alors par contre, la structure de groupe, oui, presque, parce que les idéaux, on sait quels vont être les idéaux qui seront inversibles, on sait pour quel delta tous les idéaux vont être inversibles. Bon, ça, je vous laisse regarder ça dans la bonne littérature. Entre parenthèses, dans ce cours à Polytechnique, hein, et Polytechnique, entre parenthèses, je salue les 350 réfractaires qui sont en train d'être déclassés par le classement de Polytechnique, par le colonel Leduc. C'était un article, tiens, je l'ai ici, dans le Canard enchaîné, qui parle de ça. Je vous conseille de regarder ça. Donc ça prouve qu'il y a des jeunes à Polytechnique qui croient en l'avenir. C'est bien. Bon, alors, qui croient en l'avenir. J'espère que justement, ils ont été inspirés par les belles maths qu'on peut faire là-bas. Donc tout ça pour dire que les idéaux, les classes d'idéaux vont apporter quelque chose aux formes quadratiques parce qu'on va construire une multiplication, ce qu'on appelle par transport de structure, sur l'ensemble des classes de congruence de formes quadratiques binaires de discriminant delta. Maintenant, si on prend deux idéaux i et i', d'accord, de z de alpha, avec des bases, on fixe des bases. Alors tout ça, on a démontré que les choses ne dépendaient pas des bases, etc., etc. Et on va prendre une z base de i uv, une z base de i' u' v'. Et donc, quand on va obtenir cette multiplication, on a l'idéal i'. Vous savez que le produit i', c'est défini comme ensemblistement comme la somme des produits de i par i', bon, et ça donne bien un idéal encore une fois. Et donc on multiplie un élément de i par un élément de i', et donc on va se retrouver dans i', qui forcément va être un idéal non nul, donc il va avoir pour z base u seconde v seconde, et donc ça va s'écrire en fonction de u seconde v seconde. Mais d'après les propriétés ici de la multiplication, on va avoir des formes, les coordonnées vont être des formes bilinéaires, symétrique évidemment, en x, y, x', y', que j'appelle f et g, et à valeur dans z. Voilà. Et maintenant, ben, j'ai plus qu'à prendre la norme quadratique n, ici, et ici, je sais que si je prends n, ben, comme c'est multiplicatif n de ce produit, ça va être le produit des n, d'accord? Et je sais que lui est divisible par d indice i, lui est divisible par d indice i', et lui est divisible par d indice ii'. Mais c'est facile de voir, par multiplicativité du déterminant, que dii', ben, c'est di fois di'. Donc on va diviser par dii', hein, des deux côtés. Et donc ce que je vais obtenir, donc le membre de droite, quand je vais prendre la norme et que je vais diviser par d indice ii', ben, je vais tomber sur, ben, par définition, q indice ii' de cet objet-là, d'accord, de ce gros truc, d'accord. Alors donc là, j'ai remplacé, comme j'avais dit tout à l'heure, le z
complexe ici par ces coordonnées. Hein, je garde juste les coordonnées pour en faire une forme quadratique binaire à valeur dans Z, évidemment, à cause des divisibilités, des DI dont on a parlé. Et le membre de gauche, bah, par la multiplicativité de n, quand on va diviser par DI', donc par DI ici et DI' ici, et ben ça va devenir Q indici de XY, Q indici prime de X', Y'. Voilà. Et donc, on va avoir égalité, ce qui veut dire que cette égalité nous dit qu'on construit par transport de structure une multiplication sur les classes de forme quadratique, telle que si Q représente l'entier M et Q' représente M', et bien QQ' représente MM'. Parce que QQ', bah, QI par définition, ça va être QII'. Alors attention, on parle de classe de forme quadratique. Et bah oui, si M représente ça, donc pour un XY, on va avoir ça égal à M. Pour un X', Y', on va avoir ça égal à M'. Donc MM' va être égal à ça. Ce qui veut dire que MM' est représenté par la forme quadratique QII'. Donc maintenant, on va faire des petits exemples rigolos. Hein. On va regarder des exemples. Alors, premier exemple, hein, voilà quelques petites applications. Bon, je vois que le papier, il n'est pas totalement... Il faudrait que je mette exemple ici. Il faut montrer, si vous voulez montrer maintenant, que moins 1 plus i racine de 19 sur 2, hein, si alpha égale ça, alors z de alpha est principal, alors qu'il est non euclidien, hein, attention, hein, il est non euclidien, c'est bien connu hein, par les gens qui ont passé la grecque, ça peut être un développement, c'est dans Oro-X, qui est quand même un grand classique, hein, voilà. Et là, ça devient un jeu d'enfant de le montrer, sans passer, hein, bah oui, par la taille des mailles, ils ne sont pas euclidiens, hein, les mailles sont trop grandes, donc on ne peut pas passer par le fait qu'ils sont euclidiens. Alors, on sait que ces anneaux non euclidiens, mais tout de même principaux, sont de ce type-là, hein, Z de alpha avec alpha comme ça, c'est valable pour D égale 19, 43, 67 et 163. Bon, on ne va pas le faire sur 163 parce que, bon, on a vite compris. On va quand même le faire pour 67 pour vous montrer comme c'est simple. Hein. Donc, on veut montrer que l'anneau est principal. Donc, on s'en réfère aux formes quadratiques et puis on regarde les formes quadratiques binaires hein, avec comme discriminant moins 67. Alors donc ici on va avoir A2, comme le discriminant c'est moins 67, A2 est inférieur à 67 sur 3, d'accord. Bon, alors vous voyez, hein, parce que moins 67, vous avez compris qu'on prend racine de moins D ici, de moins 67, on fait rentrer le i à l'intérieur. Alors ici, A2 est inférieur à 67 sur 3, donc c'est à peu près 20 et quelques. Donc ça veut dire que A, il est égal à 4, 3, 2 ou 1. Voilà. Et si A égale 4, bah, on regarde le cas égale 4 et on voit que bah, 4AC doit être égal donc à 67 B2, d'accord, parce que moins 67, c'est B2 moins 4AC. Hein, donc voilà. Et B, comme B est inférieur en valeur absolue à... Donc on regarde B, bah, on regarde B2, mais B2, il est inférieur à A2. Donc, bon, alors, ici, si A égale 4, d'abord, oui, je vais commencer par là. Si A égale 4, donc on veut calculer C, C doit être entier, donc ça veut dire que 67 plus B2 doit être divisible par 4 fois 4, 16. Donc 16 doit diviser 67 plus B2. Mais B2, il est inférieur à A2, et déjà, le fait que ce soit pair, ça veut dire que B est impair, donc B2 ne peut valoir que 1 ou 9, d'accord, vu que B2 est inférieur à A2. Mais on vérifie que 16 ne divise pas 67 plus 9, ni 67 plus 1. D'accord
Voilà, donc ça, c'est évident. Si A égale 3, bah, c'est pareil, mais sauf que pour que C soit entier, il faut que 67 plus B2 soit divisible par 12. Et B2 ne peut valoir que 1 ou 9 parce que B2 est inférieur à A2. Donc on vérifie que 12 ne divise pas 67 plus 9 ni 67 plus 1, voilà, etc. Si A égale 2, bah 4AC, voilà, donc là C, il faudrait que 8 divise 67 plus B2. Donc plus ça va, plus il y a du suspense quand même. Et B2 ne peut valoir donc cette fois-ci maintenant que 1, il ne peut pas valoir 9 parce que voilà, il faut que B2 soit inférieur à 4. Toujours pareil, B doit être impair, hein, sinon c'est pas possible. Et on vérifie que 8 ne divise pas 67 plus 1, bon voilà, ni 67 plus 1. Bon, bon dans ce papier, il y a quand même encore des typos, hein, mais bon, vous comprenez qu'il y a eu du copier-coller. Alors, il ne reste maintenant plus que A égale 1, et on va tomber sur 1, 1, 17 et 1, moins 1, 17, d'accord, parce que B, il peut être négatif, lui, hein. Et en fait, ces deux-là sont congruentes, hein, parce que A est égal à B, et on a vu que c'est congruent par ces deux formes quadratiques sont congruentes par la matrice de transvection 1, 1, 0, 1. Donc finalement, à la fin, on est tombé sur une seule classe de congruence. Ça veut dire qu'on est tombé sur une seule classe d'idéaux, donc l'anneau est principal. C'est génial. Alors là où c'est moins bien, mais ça commence à devenir intéressant parce que ça y est, on se débarrasse de l'idée même. On s'était débarrassé d'euclidien, maintenant on se débarrasse du principal. On regarde les formes binaires de discriminant moins 20. Cette fois-ci, le petit calcul va nous donner, comme tout à l'heure, 1, 0, 5, 2, 2, 3 et 2, moins 2, 3. Bon, on l'a fait dans les vidéos précédentes, celle-là. Ces deux-là, elles sont encore congruentes par une matrice de transvection, la même d'ailleurs, et ces deux-là ne sont pas congruentes. On a dit que 2, hein, ils représentaient celle-là, mais ils ne représentent pas celle-là. Alors que deux matrices congruentes, deux formes quadratiques congruentes représentent les mêmes entiers. Alors, bon, donc on voit qu'il y a deux classes. Donc déjà, c'est pas principal. Bon, alors, évidemment, on pouvait tout de suite voir que ce n'était pas principal parce que ce n'est pas factoriel à cause de cette identité-là, où on a deux décompositions en irréductible. Donc c'est facile de voir avec la norme que c'est irréductible, mais non associé, il faut aussi le regarder avec la norme. Et maintenant, on va illustrer le dernier théorème. Donc le dernier théorème qui va dire que QQ' représente MM'. Et on était, dans les vidéos, on était tombé sur une belle formule. Là, on va tomber sur une jolie formule, un peu différente d'ailleurs, vous allez voir. Alors, ici, on va regarder Q0, c'est 1, 0, 5. Q1, c'est 2, 2, 3. Donc, je les appelle Q0 et Q1 en référence que là, ça va être... il va y avoir une structure de groupe. Donc, le discriminant est tel que là, ici, les formes quadratiques, les classes de formes quadratiques forment un groupe. Hein, bon, qu'on appelle groupe de... ça s'appelle le groupe de Picard, entre parenthèses. Hein, côté idéaux, ça s'appelle le groupe de Picard de l'anneau. Et comme il y en a deux, comme groupe, ça peut être que Z sur 2Z, donc c'est 0 et 1. Et lui, ça va être l'élément neutre, et lui, ça va être l'élément non neutre. Donc, allons-y. I0, l'idéal, d'après comme on a défini, je vous rappelle que c'est A et A bêta Q. Donc ici, ça va être 1 et I racine de 5. Donc là, vous voyez, c'est normal que ce soit l'élément neutre, puisque l'idéal, ici, c'est l'idéal qui contient 1, donc c'est l'anneau Z de alpha, donc Z de I racine de 5, tout entier. Donc voilà, il n'y a rien à faire. Donc ça va être l'élément neutre pour la multiplication des idéaux. Donc ici, Q0 va être l'élément neutre pour la multiplication ici. Et I1, alors là, c'est un peu plus compliqué, donc c'est A, donc c'est 2, et là, il faut faire 2 fois bêta Q. Bêta Q, c'est la racine à une partie imaginaire positive de 2x2 plus 2x plus 3. Et donc, vous voyez que c'est moins 1 plus I racine de 5. Voilà. Donc ici, vous avez ça, avec, quand on a multiplié par 2, évidemment. Donc, bon, là maintenant,
I0, donc c'est ce que je vous dis, c'est z de i racine de 5. Vous avez une z base de I1, c'est 2 et moins 1 plus i racine de 5. Donc c'est des générateurs en tant qu'idéaux, mais c'est aussi une z base. Donc ça se montre facilement. Et donc maintenant, le DI0, on a vu que c'était 1. Hein, de toute façon, c'est l'idéal tout entier. C'est l'idéal, c'est l'anneau tout entier. Et DI1, comme on a une Z base 2, donc on a 2 zéros. Dans la base, je regarde dans la base naturelle de cet anneau qui est 1 I racine de 5. Donc ici, vous avez 2, 0. Et là, vous avez moins 1, 1. D'accord? Je l'écris en colonne. Et donc, la matrice de passage, je regarde la valeur absolue du déterminant, c'est 2. Voilà. Donc, sa norme, hein, AI0, c'est 1, évidemment. Et la norme de lui, c'est 2. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est que QI0 de XY? Donc, on regarde dans la base, ça fait n de x plus iy racine de 5. Donc, ça, c'est la norme qu'on connaît, la norme complexe. Hein. Donc, ici, ça fait x2 plus 5y2. Donc, voilà QI0. QI1 de xy, donc il faut diviser par la norme de l'idéal, donc je fais 1 demi. Et maintenant, je regarde n de dans cette base-là, donc 2x, facteur de moins 1 plus i racine de 5, facteur de y, et je tombe sur 2x2 moins 2xy plus 3y2. On est déçu parce que comme on était parti de Q1, 2, 2, 3, on aurait aimé avoir un plus là. On a un moins. Mais je vous rappelle que finalement, on est tombé sur une forme binaire. C'est pas la même, mais c'est la même classe. Et ça, c'est intéressant. Hein. On est vraiment tombé sur la même classe. Voilà, de celle de départ. Hein. Donc, ça illustre bien la bijection dont on parlait entre classes. Et là, maintenant, eh bien, j'écris mon produit. Alors là, j'ai fait une coquetterie. J'ai mis un moins y au lieu d'un plus. De toute façon, si ça vous embête, vous changez y en moins y, y' en moins y'. Donc vous allez voir pourquoi. Et je fais le produit de ça par ça, d'accord, est égal à ça. Bon, ça, vous pouvez le vérifier. Et maintenant, je prends la norme, je divise par 4, parce que 4, c'est à la fois DII' et DI'. Alors, donc, I, évidemment, c'est I1, et I', c'est aussi I1. Donc là, c'est I1 au carré, d'accord? Et donc, je vais obtenir la formule en prenant la norme. Ben, ici, quand je vais prendre la norme, puisque j'ai pris un moins pour retrouver mon plus ici, vous voyez comme c'est mesquin, donc je tombe sur 2x2 plus 2xy plus 3y2, voilà. Facteur de la même chose ici, évidemment, c'est la multiplicativité de la norme. Et là, c'est égal à, et là, on voit qu'on va avoir un entier et on va avoir un nombre qui est représenté par la forme, mais pas par la forme 2, 2, 3, par la forme 1, 0, 5. Voyez. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait à la fin de la dernière vidéo. Et voilà. Ça veut dire que si M et M' sont représentés par Q1, alors M' est représenté par Q1 fois Q2, qui est égal à Q0. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça me paraissait incontournable, et je vous le dis, hein, qu'on retrouve dans pas mal de problèmes d'agrègue. Tout tourne autour de cette jolie chose, la trilogie de l'arithmétique du 19e siècle, qui a été très féconde et que je vous conseille de regarder, d'étudier. Vous pouvez y passer des années. Hein. La culture, c'est un ami indéfectible, et surtout la culture mathématique, c'est l'ami à vie. Yukaidi, oh Yukaida, au petit matin, c'est pas la joie. Je tasse l'oreiller, je remonte les draps, je reprends ce rêve, abracadabra.